Vous écoutez Passeurs de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Alain Pierret n'oubliera jamais l'anniversaire de ses 12 ans, le 16 juillet 1942. Ce jour-là, son père, Henri Pierret, capitaine des sapeurs-pompiers de Paris, d'ordinaire particulièrement rigoureux sur les horaires, arrivera très en retard au déjeuner d'anniversaire de son fils. Bouleversé, Henri Pierret racontera, en peu de mots, son intervention au Veldiv avec 5 de ses hommes. Dans une atmosphère suffocante, il découvre près de 13 000 hommes, femmes et enfants juifs, victimes de la rafle, apeurés, affamés et assoiffés. Ce jour-là, l'officier irréprochable désobéira aux gendarmes et ouvrira les vannes du Veldiv pour donner de l'eau aux milliers de familles juives livrées par le régime de Vichy à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui âgé de 92 ans, Alain Pierret vit à Saint-Maximin, après une longue et brillante carrière dans la diplomatie en Afrique, dans l'Europe de l'Est, aux États-Unis, puis en qualité d'ambassadeur de France au Niger, en Belgique, au Saint-Siège et en Israël. Dans cet entretien, Alain Pierret revient sur l'acte héroïque de son père et se souvient avec émotion du douloureux silence que ce dernier a porté le reste de sa vie. Ben voilà, mon nom est Pierret. Pierret, c'est un nom de famille que vous trouverez beaucoup en Lorraine, voire en Belgique. Si je suis né dans la région, c'est parce que mes grands-parents, qui étaient militaires, ils ont fini généraux, étaient à l'époque à Mourmelon. Et donc je suis né là où mon père et ma mère se sont rencontrés, puisque leurs deux familles étaient là-bas. Donc je suis né à Mourmelon, comme 3 de mes frères et sœurs. Nous étions 7 enfants, en partie, entre autres. Étant dans des familles militaires, j'ai quand même pas mal circulé, même quand j'étais enfant, si vous voulez. Alors mon père, qui s'était engagé en 1917 dans les chars de combat, mais ensuite il est entré chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et donc nous avons à plusieurs reprises séjourné à Paris, près de Saint-Sulpice. Et l'autre fois, alors plus longtemps, c'était dans le 15e arrondissement, la compagnie des sapeurs-pompiers de Grenelle. Et puis en fait, il a terminé comme il était commandant, puisqu'il n'avait pas fait Saint-Cyr. Il était commandant et il a terminé à l'état-major de la place Jules Renard dans le 17e. Et j'ai habité aussi dans ces lieux-là quand j'étais étudiant universitaire. Voilà, si vous voulez, sur le plan de la famille, nous avons pas mal voyagé. Mon père a été aussi chez les tirailleurs marocains pendant 2 ans. Mais ça n'a pas très bien marché sur le plan santé. Il a eu pas mal de problèmes. Donc il est rentré après 2 ans. Et pendant la guerre, donc, nous étions à Paris. Mais en juillet 1942, à l'époque, les vacances commençaient au 14 juillet et elles se terminaient le 1er octobre, ce qui permettait aux enfants, soit, selon les régions, d'aller soit faire les moissons, ce que faisait mon frère aîné dans la région de Blois, de Meaux, où il y avait pas mal de grandes fermes et du blé, soit, pour d'autres, faire les vendanges, et qui allaient en septembre. Et c'est pour ça que les vacances étaient différenciées. Maintenant, on a changé tout ça. Mais je n'ai pas connu, moi. En juillet 1942, donc le 14 juillet, bien, mon père avait fait une manifestation, comme il avait fait en 1940 et en 1941. Il réunissait sa compagnie dans la cour de la caserne et il faisait hisser le drapeau tricolore, chose qui était interdite par les Allemands. C'est bien que d'ailleurs en 1943, il a été déplacé et viré dans ce qu'on appelle le 9-3, enfin dans la banlieue de Paris-Est. Donc, 14 juillet, et il a fait une lettre plus tard pour dire, ben voilà, j'ai fait ça parce que je veux montrer à mes jeunes ce que représente la France et notre armée. Et puis, 2 jours après,
Et bon, il réunissait aussi tous ces hommes à 8 heures du matin pour leur donner ses instructions. Et on vient le prévenir qu'on voudrait qu'il aille au vélodrome d'hiver, qui était dans sa responsabilité. Il avait trois responsabilités. Il avait le vélodrome d'hiver, pour surtout les bicyclettes, enfin les 6 jours. Il avait le ministère de l'air, qui avait été occupé très vite évidemment par les Allemands, et il avait les usines Citroën, qui étaient à l'intérieur de Paris à l'époque. Donc il avait quand même quelques responsabilités importantes. Et là, on lui dit allez au vélodrome d'hiver. Bon, alors il termine sa réunion, il prend 5 sapeurs et il leur dit allez, prenez vos équipements et puis au pas de course, allez au Veldiv. Donc ça faisait quoi, il y a 1 kilomètre, 1,5 km. Ils ont marché rapidement pour aller au Veldiv. Ils ne savaient pas pourquoi. Il n'y avait pas de manifestation sportive, surtout à l'époque. Et surtout, mi-juillet, les gens sont en vacances ou enfin, ils font autre chose. Donc, ils ne savaient pas pourquoi. Mais mon père les a rejoints. Peut-être ont-ils téléphoné, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable, évidemment. Donc, pour téléphoner, ce n'était pas évident. Enfin, toujours est-il qu'il les a rejoints à 10 heures. Et c'est là où il a découvert ces milliers de juifs qui avaient déjà été enfermés. Et les hurlements, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, les femmes malheureuses. Et donc, ça n'allait pas du tout. C'était vraiment désastreux. Et puis surtout, ils avaient été arrêtés vers 5-6 heures du matin. Et là, il était 10 heures. Ils avaient soif, ils avaient envie d'aller aux toilettes. Elles étaient bouchées déjà. C'était horrible ce qui s'est passé. Et donc, il est resté là quelques heures. Et moi, j'étais vexé parce que nos repas, il faisait attention aux horaires. Midi, c'était midi. À 2 heures, il n'était pas encore là. Alors, moi, j'étais vexé parce que c'était mon anniversaire. Je suis né un 16 juillet. À l'époque, j'avais 12 ans, en 1942. Donc, j'avais 12 ans. Et ma mère avait fait un gâteau, une tarte à la farine de carotte, enfin quelque chose comme ça. Bon, j'attendais, on avait toujours faim, naturellement. On était 7 enfants, à nourrir, c'est pas évident. Et bon, donc, il est rentré à 2h, 2h30. Et il nous a expliqué ce qu'il avait vu. Et lui, je le connaissais, il était assez raide, hein, puis il avait 7 enfants à diriger sérieusement, à gendarmer un peu. Et donc, c'était pas toujours évident. Alors, il nous a dit, il y aura quelques minutes. Je pense qu'après, il est revenu là-dessus avec ma mère. Mais nous, il nous en a plus jamais parlé, il ne voulait plus en parler. L'horreur de ce qu'il avait, les hurlements et les odeurs, si vous voulez, c'était ça. C'était tout ça. Et les Juifs, alors les Juifs, vous savez, on n'était pas particulièrement judéophiles, israélophiles, surtout que, comme il était officier, mon grand-père aussi, il y avait eu l'affaire Dreyfus, et ils étaient plutôt anti-Dreyfusards que Dreyfusards. Mais pour mon père, quand il a vu ça, lui qui avait 7 enfants, et d'ailleurs dans ses bulletins de notes, ça apparaît, problème de famille, il faut faire attention, il faut le suivre, etc. Donc il s'occupait quand même beaucoup de nous. Donc il voit 4000 enfants qui hurlaient, et qui réclamaient à boire. Et alors, donc, il a dit à ses pompiers, ouvrez les vannes. Et alors, il y avait des gardes républicains qui étaient là, il y avait un lieutenant, et qui a dit, mais mon capitaine, non, vous n'avez pas le droit, on n'a pas d'instruction pour ouvrir les vannes et leur donner de l'eau comme ça. Alors, mon père lui a dit, mettez-vous au garde à vous, vous parlez à un supérieur, et donc c'est moi qui commande. Et c'est comme ça qu'il a fait distribuer de l'eau. Et alors, donc mon père
n'a jamais voulu en reparler. Mais d'une part, il m'a emmené 2 ou 3 fois quand j'étais étudiant, quelques années après la guerre, donc, il m'a emmené au Veldiv, parce qu'il voulait voir soit des courses de bicyclette, soit des matchs de volley-ball. Il y avait l'équipe de volley-ball française était remarquable à l'époque. Et donc, il y allait. Mais je pense qu'en plus, il n'était pas mécontent de revoir ça. Mais il ne me disait rien. Il disait rien de cette journée qu'il avait passée. Non. Et donc, ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Je n'étais pas marqué par le monde juif. Alors, j'avais en classe une camarade de classe. Elle avait 1 an de plus que moi, je pensais elle avait 13 ans. Début juin 1942, elle est arrivée avec l'étoile jaune. Donc, ça, pour moi, ça a commencé à signifier un peu. Et puis, dans le métro, on voyait aussi des affiches allemandes pour avoir tué un officier allemand. On venait de fusiller 50 communistes ou juifs ou israélites, etc. Donc je voyais ça. Je commençais un petit peu, si vous voulez, à avoir une idée, mais c'était quand même pas manifeste. Et alors, pour moi, le judaïsme, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment lorsque, après un certain nombre de postes diplomatiques, j'ai été directeur des Nations Unies et des organisations internationales. Et là, évidemment, on s'occupait du conflit israélo-palestinien. Et donc, j'ai commencé à suivre et à comprendre vraiment tout ce que cela pouvait représenter. Et deuxièmement, il y a un de ces 5 pompiers, et c'était le dernier à l'époque que j'ai vu. Il avait fait une lettre manuscrite, il y en a 6 ou 7 pages, qu'il a envoyée à Simone Veil. Et donc c'est là où j'ai trouvé un certain nombre d'éléments sur mon père. Justement cette histoire de l'interdiction d'ouvrir les vannes. C'est lui qui nous l'a appris, et ça a été repris d'ailleurs dans le film La Rafle, qui a été publié en mars ou avril 2010. Alors évidemment, c'est un film... une de mes sœurs, qui habitait Lyon à l'époque, en 2010, m'appelle au téléphone, dit « Alain, prends la radio, écoute, ou la télévision, écoute, regarde, on parle de papa. » Et alors j'ai dit « Écoute, c'est pas la peine, tais-toi, je regardais justement l'émission. » Donc il y avait eu un très bref passage, mais on parlait du capitaine Pierret. Voilà, ça c'était quand même intéressant pour moi. Le premier jour, il y avait 8000 juifs là, qui étaient sur les presque 13 000 qui s'y sont retrouvés le lendemain. Et donc, les gens, d'abord, voulaient boire, trouver des toilettes, mais bon, ça, je crois que c'était bien difficile. Et il y en a qui ont eu l'idée de faire des messages. Alors des messages, ils écrivaient ça sur n'importe quelle feuille de papier, une feuille de journal, ou enfin des papiers qu'ils pouvaient avoir. Et donc ce garçon, on a compté avec ses camarades, ils en avaient environ 800. Alors, ils sont restés là toute la journée. Le lendemain, je pense qu'on ne les a pas renvoyés, ils ne sont pas revenus, on n'en parle pas. Et je n'ai pas pensé à lui demander, d'ailleurs à lui, le dernier. Mais mon Dieu, c'est difficile. Mon père, donc ce garçon écrit à Simone Veil et il raconte un peu cette histoire. Et il dit, le lendemain, à la réunion des pompiers le matin,
Après, il dit aux 4, aux 5, venez dans mon bureau, on va parler. Parce qu'il savait qu'ils avaient tous des messages reçus. Alors il leur a donné des enveloppes, des timbres, et il a dit, bon, mais n'allez pas à la même boîte aux lettres, évidemment. Allez dans Paris, et pas nécessairement le 16e ou le 15e, allez un peu partout dans d'autres. Et alors, ils sont partis et ils ont distribué, donc ils ont mis dans les boîtes aux lettres toutes ces enveloppes qu'il avait pu garder. Et puis, il a dit également à ce garçon, justement, celui qui est resté et qui a fait cette lettre, il lui a dit, écoute, tu es lié à Rouben, tu vas aller lui dire qu'il faut qu'il s'en aille, et donc il faut lui faire passer la ligne de démarcation. Et alors le Rouben, on va dire Rouben, c'était l'un des 27 juifs du régiment de sapeurs-pompiers de Paris. À l'époque, c'était un régiment, ce n'était pas une brigade encore. Mais donc, et alors, il y est allé, et lui dit qu'il l'a fait passer la frontière. Mon père avait dû lui donner un peu des idées parce qu'il avait fait sortir comme ça un cousin germain de ma mère qui était officier, qui s'était évadé de son camp et qui s'était réfugié chez nous. Donc il avait quelques idées pour ça. Donc il l'a fait... il lui a dit, il faut le faire passer parce que voilà ce qui vient de se passer. Donc, alors lui, il pensait à la Corse. Et puis les pompiers, eux, ils ont trouvé que c'était plutôt l'Espagne. Enfin, peu importe, toujours est-il qu'il est revenu après la guerre. Donc, il a été sauvé, si vous voulez. Et alors, quand j'ai vu ça, moi, en 2010, je me suis dit, il faut que je prenne contact avec lui pour voir un peu quand même comment les choses se sont passées. Alors, je connaissais son nom. J'ai regardé sur les pages jaunes ou les pages blanches de l'annuaire téléphonique. Il y en avait encore à l'époque. Enfin, en tout cas, sur papier. Et j'en ai vu 25. Et alors, comme il m'avait parlé de la Corse, donc j'ai appelé un Rouben qui était en Corse. Il m'a dit non, c'est pas moi, mais il y en a d'autres, comme vous me le dites, mais il y en a aussi en Provence. Alors du coup, j'ai appelé 2 ou 3 en Corse, ça n'a rien donné, et du coup, je me suis mis à appeler en Provence. Là, j'ai fait les mêmes recherches, et j'ai appelé en Provence. Le premier m'a dit, oui, c'est moi. Mais il ne voulait pas me parler de mon père. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Enfin, toujours est-il que c'est quand même mon père qui l'a sauvé puisqu'il lui a fait passer la frontière. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'aimait pas comme supérieur, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas pu le voir non plus, celui-là. Et il était quand même âgé. À l'époque, il approchait de la centaine, du centenaire. Donc, je n'ai pas insisté. Et voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment du Veldiv. Mais ça, c'était mon père. D'abord, ça m'a tout simplement appris ce qu'était le monde juif, parce que je n'en connaissais pas autrement. C'est là où j'ai découvert tout ce que ça pouvait représenter. Et puis, je me souviens, en allant à l'école, ma sœur aînée, elle allait elle était au lycée. Et un jour, on rentrait ensemble à la maison, enfin, nous habitions dans la caserne. Nous étions dans la caserne. Et donc, nous avons été arrêtés par un groupe d'Allemands. Mais ils avaient déjà arrêté d'autres personnes. En fait, ils ne s'intéressaient pas à nous, mais ils ne voulaient pas qu'on aille raconter tout de suite ce qu'on venait de voir. Donc tout ça a montré quand même ce que ce groupe communautaire pouvait représenter.
Et alors pour mon père, ça a été évidemment tout à fait autre chose, mais il ne voulait absolument pas nous en parler. Alors soit parce que justement il ne voulait pas qu'on soit compromis pour aller parler de cela, soit parce que pour lui ça avait été tellement terrible que c'était fini. Enfin, il gardait ça, mais pour lui. Il ne voulait rien d'autre. Ça m'a changé la vie parce que, enfin, vis-à-vis de la vie familiale, si vous voulez. Comme je vous ai dit, les horaires, c'était un horaire de militaire. Donc, ça se respecte. Et là, effectivement, j'ai vu que ça ne se respectait pas. On a accueilli d'autres personnes ou à la fin de la guerre, des gens qui risquaient d'avoir des ennuis. Bon, alors là, mon père a dit, il s'est renseigné, il a dit, oh non, ça c'est pas grave, on le prend pendant quelques jours, voilà, des choses de ce genre. Mais enfin, lui il a continué, il a eu tout un ensemble de punitions, des arrêts de rigueur, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il était bloqué chez lui, il ne sortait pas. Alors quand même, ça représente quelque chose. Et on savait pourquoi c'était tout ça. On savait. Mais après la guerre, ça a été annulé. Et alors, j'ai toutes ces feuilles de notes, de 40 à 46. Après, ça a moins d'intérêt, mais j'ai ces feuilles de notes, et tout est barré à une encre noire indélébile, si vous voulez. Donc, pas question. Alors, j'ai écrit au ministère de la Défense, au ministère de la Guerre, ou des Armées maintenant. Bon, j'ai écrit pour leur demander s'ils avaient gardé des exemplaires d'origine. Et ils m'ont répondu non, on n'en a pas. Alors, est-ce que c'est bien vrai, je n'en sais rien, mais enfin, toujours est-il que je n'en ai pas vu. Et puis, ça ne m'étonnerait pas, effectivement, qu'on ait préféré supprimer tout ça. Donc, je n'ai pas su davantage, mais quand même, la guerre, je savais. Vous voyez, par exemple, pendant la drôle de guerre en 39-45, nous étions mon père était au char d'assaut pendant 3 ans avant la guerre, avant de repartir chez les pompiers en 39. Et on passait les vacances chez mon grand-père, dont le dernier poste d'intendant général était à Marseille. Donc en 39, on a passé les vacances de septembre chez lui. La guerre éclate. Et mon père a dit, et mes grands-parents ont dit, vous restez avec nous. Donc j'ai passé la drôle de guerre à Marseille, si vous voulez. Et je me souviens du 17 juin, je rentre de classe, mon grand-père prend les nouvelles et il a pleuré. Parce qu'on a entendu Pétain dire, j'ai demandé le cessez-le-feu et bon, un petit discours. Et mon grand-père, qui lui aussi alors avait un caractère, il avait 8 enfants lui, et s'était montré très malheureux de tout ça, très malheureux. Ils étaient très français et militaires, si vous voulez. Ça, je me souviens qu'en 1940, mon père nous disait j'ai envie de partir à Londres, mais vous êtes là et je ne peux pas. Je ne peux pas. Il nous l'a dit. Il avait cette envie de partir. Je voyais et j'entendais tout de même ce qu'il pouvait dire, et il critiquait les autorités, quelles qu'elles soient, soit chez les pompiers, soit au gouvernement.
Ça, il était pas d'accord. Et il voulait s'occuper de nous. Ça, il n'y a pas de doute. Mais non, on écoutait la BBC. Alors, on était un peu à l'abri. Je crois qu'il y a des moments où on a arrêté. On était un peu à l'abri parce qu'on était à l'intérieur, il y avait des bâtiments autour, tout ça. Donc, on écoutait les nouvelles de Londres. Il disait aussi, de toute façon, ici, je suis chez les pompiers, donc je ne travaille pas pour les Allemands. C'était ça aussi. Mais il ne nous parlait pas des Juifs, il nous en a jamais parlé. Et alors, je peux passer alors plus tard dans ma carrière, donc disons 45 ans après, dans ma carrière, j'ai donc été ambassadeur en Israël, où j'ai passé 5 ans comme ambassadeur. C'est un peu lui qui m'a demandé, enfin, je ne sais plus si je lui avais parlé de ça, peut-être, mais je ne peux pas dire. Hein. Mais en tout cas, quelle que soit l'origine, si c'est lui qui m'a dit j'aimerais bien aller te voir, j'ai dit bien sûr, bien sûr. À l'époque, moi, je vous voyais mes parents. Je lui ai dit, vous serez le bienvenu, venez aussi longtemps que vous voudrez. Donc, il est venu et il est resté à Tel Aviv 2 mois, dont le 14 juillet. Il est arrivé un peu avant. Et donc, le 14 juillet, il y a une réception à l'ambassade, à la résidence. Il y a un petit jardin. Il y avait 1000 ou 1500 personnes. Et donc, j'ai fait une allocution. On parle toujours de ce qui se passe, tout ça. Mais alors, mon regret éternel, c'est de n'avoir pas dit à la fin de mon allocution, et puis voilà, je suis heureux de vous présenter mon père qui était présent au Veldiv le 16 juillet 1942. Ça aurait été une explosion chez tous ces juifs qui étaient là. Mon père ne voulait pas m'en parler. Moi, j'étais un fils obéissant, si vous voulez. J'ai pas... Ça, c'est ma faute. Ça, je le regrette. Il nous a quittés en 91. Donc, c'était à la fin de mon séjour. J'étais encore pour 2 mois à Tel Aviv. Mais bon... Et là, je n'ai pas pu aller non plus. C'était après la guerre du Golfe et tout ça. Je ne pouvais pas m'absenter comme ça. Mais lui, il était très content d'être là, mais c'était beaucoup plus... Enfin bon, il était heureux de voir des Juifs, et d'ailleurs, le 14 juillet, il en a quand même rencontré. Et il y en a qui l'ont invité, et je crois, malheureusement, ils sont décédés. Quand j'ai réalisé ça, j'étais parti. Je crois qu'il leur a parlé de ça, de ce qu'il avait fait au Veldiv. Parce que j'ai reçu une lettre de leur part en disant mais c'est merveilleux ce que votre père a pu faire, mais sans me dire exactement quoi. Pour eux, ça allait de soi. Ils n'avaient pas besoin de parler du Veldiv en quelque sorte. Donc bon, c'est un peu dommage. C'est aussi un des points qui ont compté pour moi dans le regret de ne pas l'avoir mentionné. Bon. Alors le Yad Vashem, j'ai fait un dossier puisque il avait fait partir un pompier juif qui était revenu en France, parce que je l'avais contacté. Donc j'ai fait un dossier un an après la sortie du film sur la rafle. Et j'ai demandé ça. Et
Yad Vashem m'a répondu, non, on ne peut pas parce que votre père n'a pas craint pour sa vie ou même sa liberté. Et la liberté, ça, c'était pas exclu. Bon, mais les pompiers apparemment avaient dû garder ça. D'ailleurs, tiens, je peux vous dire une chose, le 16 juillet 1942, il y a des pompiers qui ont été appelés dans une maison, dans un immeuble du 19e, qui ont dit il y a une fuite de gaz. Bon, ils sont allés là-bas, ça c'était les pompiers du coin là-bas, et ils ont forcé une porte, et ils ont trouvé une femme et 4 enfants couchés dans la cuisine, à moitié asphyxiés. La femme avait ouvert le robinet de gaz. Son mari, alors ça j'ai appris ça après par les pompiers, son mari avait été arrêté quelques semaines avant et déporté, on ne savait pas où, mais enfin déporté, et sa femme, quand elle a appris, elle a dû apprendre qu'il y avait quelque chose qui allait se passer contre les Juifs. Elle a dit, moi je ne veux pas partir aussi avec mes enfants comme mon père, donc elle a décidé de supprimer tout le monde. Alors, les pompiers l'ont amenée à l'hôpital et les ont sauvés. Le problème, c'est que malheureusement, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle, mais elle est partie et elle n'est pas revenue. Par contre, les enfants ont été sauvés, eux. Ils ont vu la fin de la guerre. Mais je ne sais pas, j'ai jamais eu de contact avec eux. Je ne sais pas. Mais enfin bon, toujours est-il que Yad Vashem, ça n'a pas collé, mais en 2017, donc, Macron est élu et il va à la cérémonie du Veldiv. Donc, ça devait être le 19 juillet. Je suis invité, mais on m'envoie l'invitation par la poste. Bon, ben, elle est arrivée au moment où Macron était justement là-bas. Alors, j'ai écouté à la télévision. Et il a dit, il a parlé du capitaine Pierret, qui était injuste. Ah, je dit, c'est formidable, si même le président dit ça, je vais recommencer. J'ai recommencé, mais je n'ai pas eu de réponse. Ni du président de Yad Vashem France, mais bon, ni de Yad Vashem, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a une femme qu'une de mes sœurs, ma jeune sœur, si l'on peut dire, a rencontrée, qui a dit, mais vous êtes la fille du capitaine Pierret, mais il m'a sauvé la vie. Elle avait 3 ans, elle était au Veldiv, donc elle a pu boire. Et je ne sais pas exactement comment son père a pu les sortir, mais en fait, toujours est-il qu'elle était toujours en vie. Et sa mère est restée en vie quelques années aussi, je crois. Enfin bon, donc toujours est-il que le Yad Vashem ne veut pas. Bon, ils auraient pu, parce que c'est pas pour mon père, c'est pour les pompiers. Ça aurait montré le rôle qu'ils ont servi et qu'ils continuent de servir. Vous savez, j'ai obtenu la médaille des Justes pour une Marseillaise, quand j'étais en fin de séjour à Tel Aviv. Eh bien, c'est une correspondance, une lettre qu'une dame de Californie avait trouvée dans les papiers d'une de ses tantes qui venait de décéder. Et la tante avait été en Sibérie et elle avait retrouvé la lettre. Et donc, cette juive avait quitté Paris, s'était sauvée de Paris, et elle était venue en Provence. Et elle a navigué en Provence un peu partout, elle se cachait, et elle s'est cachée une fois chez une femme marseillaise. Bon, Marseille, c'était pas évident. Et donc, elle est restée 4 mois là, elle a été donc protégée et sauvée donc, par cette femme. Alors, j'ai obtenu la médaille, puisque moi je savais qu'il y avait cette femme, mais il y avait des enfants. Et les enfants, ils ont dit, mais notre père, il était là aussi, lui. J'ai dit, ben oui, mais moi je ne le savais pas.
savait pas. Et le père était policier à Marseille. Alors vous vous rendez compte, il avait, lui policier, il avait gardé une juive pendant 4 mois chez lui. Et alors le fils essaie depuis plusieurs années d'obtenir la médaille pour son père, il ne réussit pas. Bon, c'est pas toujours très sain tout ça. Hein. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.